Je voudrais faire deux choses. D'abord, essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, et puis essayer de regarder quelques pistes. Je crois qu'il faut comprendre à la fois le Moyen-Orient et à la fois la situation telle qu'elle est en train de se développer en Europe. Au Moyen-Orient, nous avons assisté en moins de 10 ans à l'effondrement des régimes baasistes ou du nationalisme arabe, à le recul des partis progressistes. Nous avons assisté à l'effondrement des frontières qui avaient été constituées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui volent en éclats sous la pression des sunnites ou des chiites. Nous assistons à l'effondrement des dictatures militaires pro-occidentales qui ont été bousculées par les révolutions arabes. Nous assistons aussi, il faut bien le noter, et c'est peut-être un des effets que nous vivons, au changement stratégique des États-Unis, qui ne font pas qu'écouter leurs alliés, mais qui ont décidé de s'investir beaucoup plus sur le Pacifique et la Chine que sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient, laissant derrière eux un champ de ruines considérable, que ce soit en Irak ou que ce soit au Liban ou en Syrie, et mettant l'Europe au premier plan, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il faut intégrer aussi que des phénomènes se sont développés, des crimes, des violences se sont développés dans les sociétés occidentales et qui ont percuté sa conscience, que ce soit le 11 septembre, peu importe les conséquences de l'intervention en Irak, mais pour les populations qui ont vécu cela en direct dans le monde entier, le conservatisme iranien et les prises de position extrêmement violentes de sa direction, aussi la fatwa contre Salman Rushdie qui a touché à plus d'un titre l'ensemble des populations est extrêmement importante. Les caricatures de Mahomet et les mouvements que l'on a pu connaître. Et puis enfin, le terrorisme. Le terrorisme qui percute nos sociétés occidentales, qui bouscule et tue. Ce terrorisme-là, aujourd'hui, est un phénomène qui ne va pas s'arrêter et qui conduit à une inquiétude des sociétés européennes. Il faut peut-être aborder un autre sujet qui est très important, je crois, qui est la question de la fin de l'hégémonie politique, idéologique, culturelle, économique, bref, la fin de l'hégémonie du monde occidental. Depuis le XIVe siècle, l'Europe, puis les États-Unis dominent le monde. Aujourd'hui, cette hégémonie est relative, elle est mise en question tant sur le plan économique que sur le plan culturel, et ceci amène l'ensemble de nos populations à s'interroger sur l'identité. Et je voudrais vous faire une citation du philosophe Wittgenstein qui disait que l'identité est le diable en personne et d'une incroyable importance. L'identité, c'est une question essentielle. Et nous, société européenne, très largement laïcisée, nous avons une certaine distance. Et en plus, les sociodémocrates, qui mettent toujours la question sociale au cœur, ont une distance vis-à-vis de la question de l'identité, alors que celle-ci taraude aujourd'hui l'ensemble de nos sociétés. Qu'est-ce que nous sommes? Quel est notre avenir? Comment nous allons vivre? Quel est notre rapport culturel? Est-ce que celui-ci va être mis en cause? Et il y a en Europe un effet miroir. D'un côté, nous avons l'extrême droite, on peut dire, qui, mais ça déborde dans une partie de la droite et dans un certain nombre de courants nationalistes, qui ont la hantise du métissage et qui estiment, en fonction des événements que je viens de décrire, que nous sommes dans une situation de grand remplacement, que la civilisation occidentale va être remplacée par l'islam. Et c'est la base même de la mobilisation de tous les partis identitaires d'extrême droite et d'une partie de la droite nationaliste en Europe. C'est la peur du grand remplacement. Elle est théorisée en France par un certain nombre d'idéologues de l'extrême droite, mais elle est présente dans tous les pays. Et ceci ruisselle dans l'ensemble de nos pays, parce qu'on voit comment les gens se comportent et regardent ce qui est en train de se passer. Et puis de l'autre côté,
il faudrait peut-être analyser le fait que, par exemple, si je prends l'exemple de la France, sur 5 millions de musulmans, à peine 10% pratiquent. Il y a la même situation que pour les autres religions. Et comme, pour reprendre la formule d'un philosophe et d'un chercheur qui s'appelle Lakrun, comme pour l'islam, c'est à la fois idéologiquement le protestantisme et pratiquement le catholicisme, c'est-à-dire que l'on peut être soi-même croyant et en même temps nous avons en place à toute une série de hiérarchies et d'interprétations, nous sommes dans une difficulté. Et dans ces 10%, les statistiques que nous avons, si on prend la France, à peine 1% sont islamiques. Mais à l'intérieur de ce pourcent, il y a un certain nombre de volontés de séparer les populations musulmanes de l'ensemble des populations que j'appellerais, pour faire vite, occidentales. C'est une partie, pas tous d'ailleurs, c'est une partie des salafistes. Donc qu'est-ce que nous avons en ce moment? Nous avons d'un côté ceux qui ont peur du grand replacement et de l'autre ceux qui ont peur, ceux qui veulent la grande séparation, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas intégrer la communauté nationale, qui ne veulent pas intégrer le vivre ensemble. Et ces deux éléments se renforcent, et ces deux éléments se nourrissent, et ces deux éléments font qu'il y a un choc qui s'exerce dans notre société. Alors, par rapport à ce phénomène qui peut se développer, qui va se développer, il faut que les sociodémocrates abordent cette question avec la plus grande clarté. Et je crois que nous devons tout à la fois défendre l'idée suivante, c'est le refus de l'islamophobie, mais le refus aussi d'un islam normatif. Il faut être au milieu, si je puis dire. Il faut être dans une situation où nous sommes capables de répondre à ces deux questions. Deuxième élément, évidemment, c'est la question de la coexistence pacifique des civilisations et des religions. C'est un élément historique de notre formation collective. Mais, ça a été évoqué ici, je n'y reviens pas, la question est aussi une question économique, est aussi une question d'égalité, est aussi une question d'éducation. Et évidemment, on ne peut pas traiter ce problème si on n'est pas capable de tout à la fois avoir une position politique et idéologique, mais en même temps traiter ces questions à la racine. Mais traiter ces questions à la racine, ce n'est pas simplement traiter ces questions dans notre pays ou dans nos pays en indiquant qu'il faut plus d'égalité, c'est aussi traiter les questions là-bas. Et ceci ne va pas être aussi simple qu'on veut bien le dire, parce que traiter ces questions là-bas, cela veut dire de l'investissement dans l'ensemble de ces pays. On ne peut pas croire que les flux migratoires tels qu'ils sont en train de se développer sur l'ensemble de la Méditerranée ne vont s'arrêter parce qu'on va avoir une politique de frontières beaucoup plus forte. Il faut donc une grande conférence internationale que pourrait porter le mouvement social-démocrate, une grande conférence internationale sur les migrants qui mettrait tout sur la table, à la fois l'intégration dans les pays d'accueil, mais en même temps l'investissement dans ces pays. Parce que si on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, pour reprendre une formule d'un ancien Premier ministre français, on peut partager toute la richesse du monde. Et il serait bon que les sociodémocrates soient à l'avant-garde de ce combat pour faire en sorte qu'il y ait ce développement dans ces pays d'origine. Et puis, il faut bien le dire, il y aura à la fois l'investissement et puis des mesures coercitives vis-à-vis de ce qu'est aujourd'hui le développement de Daesh et de l'État islamique, ce qui revient au même, mais de ce qui se passe aussi au Nigeria. Un mot enfin de conclusion, c'est que moi, je ne suis pas pessimiste parce que je crois à la possibilité de rassembler tous ceux qui partagent l'idée d'une société du vivre ensemble.
je suis laïque et je crois que la laïcité permet de croire ou de ne pas croire et de permettre ce vivre ensemble. Mais en même temps, je vois que dans les pays du Maghreb, par exemple, il y a eu des solutions qui ont permis de faire face à ces problèmes. Prenons le cas de la Tunisie, et je suis très fier que ce soit l'un des nôtres qui ait présidé à la constitution tunisienne permettant à tout le monde de vivre dans un même État, même si la Tunisie avait des traditions laïques. Et la Tunisie, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas les mêmes solutions, ce n'est pas la même manière d'aborder les problèmes. Donc, à nous de mettre en exergue ce que nous avons fait nous-mêmes et ce que nous voulons faire dans les sociétés européennes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Christophe.